Ce soir, notre invité d'honneur est Xavier Bertrand. Bonsoir Xavier. Bonsoir Alain. Alors, vous êtes né en 1965 à Châlons-sur-Marne. Et donc, tu as des diplômes. Tu as une maîtrise de droit, après un DESS. Et ton premier job, pendant 12 ans, tu as eu un vrai travail. Tu étais dans l'assurance chez Swiss Life. Raconte-nous. Entrepreneur. Bon, j'ai toujours été passionné par la politique, mais l'idée c'était d'être indépendant par rapport à la politique et de savoir ce que c'était, un compte de résultats, un bilan, faire des fiches de paye, parce que je pense que ça donne vraiment du recul et c'est hyper important. Et c'était une super expérience. J'ai arrêté quand je suis devenu ministre, mais j'ai retenu pas mal de choses. Et il y a combien en pourcentage d'hommes politiques qui ont vraiment travaillé comme toi, qui ont vraiment eu des boîtes, qui savent ce que c'est, j'allais dire, la vraie vie? Bon, pas des tonnes, mais je suis pas le seul. Hein. Il y a Philippe Briand, qui a eu une carrière parlementaire importante à la tête d'une entreprise avec des milliers de salariés. Tiens, Hervé Novelli également. Non, je suis pas le seul, mais c'est vrai quand même que ça permet aussi de savoir de quoi on parle quand on parle entreprise. Et puis j'ai aussi appris des choses. Assureur, je faisais pas de contrat dans mon bureau, fallait être sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis le moins possible dans un bureau. Un bureau pour un politique, c'est un piège. Et un grand bureau, c'est un grand piège. La vraie vie, c'est pas là. Eh oui, effectivement. Et d'être sur le terrain, ça, je pense que c'est l'une des choses que j'ai pu apprendre quand j'étais assureur. Alors, tu habites à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Très belle ville, ma ville. Tu as été maire en 2010, hein, directement. C'est ça. Et il paraît que c'est toi qui as inventé le Paris-Plage avec Saint-Quentin sur plage. Non, la plage de l'hôtel de ville. En 96, je suis adjoint chargé de la redynamisation. Et il y a une immense place de l'hôtel de ville, juste devant la mairie, qui est vide, qui est morte. Personne, pas d'activité, rien du tout. Et quand je suis élu, j'ai l'idée de créer une plage parce que quand je suis arrivé à Saint-Quentin, j'avais 12-13 ans, à l'entrée de la ville, c'était marqué Saint-Quentin, ses pastels, sa plage. Les pastels, Maurice Quentin de la Tour, pastelliste du roi, c'était assez facile de faire le lien. Et j'ai dit à mes parents, il y a une plage, est-ce qu'on est près de la mer? J'avais pas bien en tête la géographie. Et puis, je vois la plage, mais qui était un étang, donc j'étais déçu. Mais je crois que ça m'avait marqué, et le jour où je suis adjoint au maire, je pense que j'ai envie de reconstituer la plage que j'avais pas vue à l'époque. Et donc, on crée 500 tonnes de sable, 800 tonnes de sable par la suite, des palmiers, une piscine. Et pour les enfants qui partent pas en vacances, clairement, des vacances tout près, des enfants qui le soir repartent dans les quartiers avec la serviette, le parasol, la glacière, à 200 km de la mer. Et puis surtout, à l'époque, on est la première. En Europe, on a tous les médias, japonais, africains, américains, les médias nationaux, en disant mais c'est quoi cette idée, quel est le fou qui a eu cette idée? Et ben cette idée elle a fait du chemin parce que quelques années après, Bertrand Delanoë nous écrit en disant écoutez, on a vu ça, est-ce que vous pourriez nous renseigner? Évidemment que oui, si ça pouvait profiter à d'autres. Et c'était parti pour Paris-Plage. Mais l'idée est née à Saint-Quentin. Alors le club de basket, parce qu'il paraît qu'il y a au moins une star du basket à Saint-Quentin, que tu as vu récemment d'ailleurs. Rudy Gobert, star de la NBA, qui est en plus finaliste aux Jeux Olympiques avec l'équipe de basket. Il est de Saint-Quentin, c'est un gars du pays qui revient assez régulièrement, il y a sa famille. Et moi, je suis administrateur de mon club de basket. Il y a une idée, c'est que... et actionnaire. Je suis amoureux du basket depuis longtemps. Et actionnaire, pourquoi? On descend quelques années en National 1. Et là, je vois les partenaires qui sont tentés de partir. Et donc, symboliquement, j'achète une action du club. Je deviens administrateur, qui est aussi un symbole de dire hey, on s'en va pas, on a besoin de tout le monde, on y va. On est remonté en Pro B et le sport procure des émotions phénoménales. Il y a une poussée d'adrénaline même quand on n'est pas sur un terrain et je sais que j'ai vraiment cette passion du sport et des sportifs. Alors, je suis footeux. Oui. Tu as joué au foot? Même si je n'ai pas un physique de grand sportif, Alain, oui, le sourire en dit long, mais je joue au foot toutes les semaines, au futsal, mais c'est vrai que le basket est une vraie passion aussi pour moi. Et alors le club de foot favori, c'est lequel? Attention à la réponse. Non, certains disent Marseille, ils peuvent devenir président de la République. Hein. J'aime bien Lens. Lens. J'aime bien Lens. Belle équipe, quoi. Alors, depuis 2015, donc, tu es président de cette belle région Hauts-de-France. On parle d'économie au Wine Business Club. Le tissu économique, il est comment? Est-ce qu'il y a un dynamisme? Très diversifié. Des entreprises petites entreprises, grandes entreprises, des entreprises régionales, Bonduelle, Roquette. C'est le siège du groupe Auchan, de la famille Mulliez. Mais on est aussi champion dans le domaine notamment de l'automobile. On est la première région de France pour l'automobile. Alors tout le monde peut le dire, mais non, c'est vrai. On a Peugeot, PSA, on a Stellantis maintenant, on a Renault, et on a également Toyota, et puis on amenait même aussi des fabricants de voitures, sur Renard, qui est notamment avec Secma, qui fabrique des voitures, donc on a une palette... Les batteries, c'est stratégique? Oui, les batteries, c'est stratégique, et nous sommes la région qui a obtenu la décision de 2 gigafactories, de construction de 2 gigafactories,
les batteries électriques, c'est l'avenir. Ça a coûté de l'argent à la région. Ouais. J'ai décidé de mettre de l'argent sur la table pour avoir ces projets dans la région, parce qu'on sait bien qu'il y aura de moins en moins de moteurs diesel et essence, que l'avenir c'est l'électrique. Et donc, on aura oublié que j'aurais été président de région, qu'il y a encore du monde qui travaillera dans l'automobile dans la région grâce à ces choix-là. On est une région qui a à la fois une façade maritime importante, l'ouverture sur l'Europe, et puis Brexit ou pas, pour les Britanniques, on est l'Europe, les Hauts-de-France, la plus proche d'eux, Bien sûr. et l'ouverture sur la région la plus riche d'Europe, l'Île-de-France, qui nous fait quand même un certain nombre d'atouts importants. Et pendant longtemps, on a parlé des difficultés de la région. Aujourd'hui, on est une région qui fait parler d'elle parce qu'on a des implantations. C'est pas moi qui le dis. Ernst & Young, Business France, on est la région qui a attiré ces dernières années le plus d'implantations internationales dans le domaine industriel et logistique. Et donc, cette réussite-là, c'est pas la mienne. C'est les entrepreneurs qui créent les emplois, ce ne sont pas les politiques. Mais on crée quand même l'écosystème favorable pour ça. Et j'ai une mentalité que j'avais quand j'étais entrepreneur, une mentalité d'entrepreneur. Il me faut pour les habitants des résultats, et les résultats, c'est de l'emploi. Alors, on nous bassine presque avec ces Allemands et leurs fameuses ETI. Donc en France, on a 5000 ETI qui sont dynamiques. Mais c'est vrai qu'on en manque au regard d'autres pays, dont eux, en Italie également. Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait, Xavier, pour pousser une PME à franchir ce cap des 50 millions d'euros en nombre de collaborateurs et après à grandir pour devenir un jour membre du CAC 40? Parce que je pense que la culture française, elle est très axée sur les très grands groupes. D'ailleurs, tiens, on regarde, quand il y a des déplacements des chefs d'État à l'étranger, c'est la signature en grande pompe, des contrats du siècle, avec tout le monde qui signe et autres. Non, la vraie vocation, ce qui fait la richesse, le tissu, c'est PME et ETI. Or, pour que les entreprises grandissent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut clairement du financement, il faut qu'il n'y ait pas des seuils qui empêchent de grandir, et il faut aussi que les transmissions, les successions soient facilitées. Le pacte Dutreil a apporté vraiment des progrès, il faut aller plus loin encore pour permettre que tant que ça reste dans la famille, qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête avec des droits? Ça, ce sont des exemples très concrets, mais je suis intimement convaincu que l'esprit d'entreprise français, il peut encore se développer. Regarde, avec les 35 heures, la bureaucratie que l'on a et la fiscalité que l'on a, honnêtement, t'imagines si on desserrait ces trois freins à main? On ne serait pas 7e puissance mondiale, on serait bien mieux que ça. Alors, parce que avec tout ce que l'on a, on est quand même avec cette position-là. Imaginons que l'on dessert ce frein à main. Et la République des territoires que je propose, elle a cette vocation-là, c'est-à-dire d'en finir avec le centralisme parisien et que dans les territoires, pour donner le pouvoir, on fasse confiance à un préfet plutôt qu'à un directeur de ministère, aux acteurs locaux. Moi, je continue à croire aux chambres de commerce, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture. Ces corps intermédiaires, ils ont leur importance, et qu'on fasse confiance aux élus locaux. Paris s'occuperait de tout ce qui est régalien, sécurité, justice, reprise en main de l'immigration, lutte contre le terrorisme islamique, la diplomatie, les grandes orientations pour qu'il n'y ait pas une cohérence française. De poids, de mesure sur l'éducation, sur la santé, mais pour le reste, tout ce qui concerne le quotidien. Du local, mais bon sang, du local, du local. Alors, tu vois, on a aujourd'hui Paris qui est la capitale, mais essayons de comprendre que c'est le pays qui est une capitale. Et ça, je pense que ça ferait sacrément du bien aux Français. Les réseaux, on en parle un peu parce que les autres, on va les appeler les Allemands, chasse en meute, entre Allemands. Les Anglo-Saxons, on a bien vu, ça nous a coûté 56 milliards entre l'Australie et les États-Unis et l'Angleterre. Et nous, les Français, on a un peu de mal avec cette notion de patriotisme ou de préférence nationale. Pourquoi est-ce que les patrons français ne travaillent pas en priorité avec les patrons français? Patriotisme économique, c'est aussi tout simplement parce que c'est à la puissance publique, à l'État de montrer l'exemple. Aujourd'hui, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent leurs intérêts en premier. L'Allemagne est très européenne, elle est très allemande surtout. L'Amérique, America First, ils pensent à eux en premier, il est temps qu'on fasse la même chose, et notamment sur tout ce qui est marché public, appel d'offres, il faut qu'on arrête de se faire des nœuds dans la tête. Dans ta région, par exemple, de France, comment ça marche? Moi, j'ai décidé qu'on en fasse une priorité, 92% en année normale, des marchés publics du conseil régional, c'est pour les entreprises de la région. Et on n'est pas à 100% parce que vraiment parfois il peut y avoir des différences, c'est rare, 8%, ou parce que j'ai pas d'offres dans la région. Mais pour le reste, on a décidé de mettre le paquet. Ce qu'on fait dans la région, on peut le faire dans toute la France, mais sur les marchés publics, il faut que la commande publique permette de filer du boulot. Et puis surtout qu'on réduise les délais. Et qu'on arrête parfois allez, sur des gros marchés, on arrive à des différences à l'unité d'1 euro, tout ça, et on flingue toute une filière industrielle.
On a eu des exemples par le passé. Moi, je souhaite que l'on donne de la liberté, de la latitude, notamment aux élus, encore une fois. Alors, quand on écoute l'excellent Geoffroy Roux de Bézieux, on parle d'impôts, de taxation. Ta vision des impôts sur les sociétés? Une priorité, moi, c'est la baisse des impôts de production. Je l'assume. Je ne vais pas promettre tout à tout le monde. Ma priorité, c'est les impôts de production. Si on veut avoir à nouveau une industrie forte en France, et c'est possible, dans ces conditions-là, le gouvernement a fait une première étape à peu près à 10 milliards qui ne sera pas suivie des faits. Moi, je propose d'aller 3 fois plus loin, une baisse de 33 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'on reviendra à la moyenne européenne. Mais si on fait la baisse d'impôts de production, ça ne va pas nous coûter si cher que ça parce que des entreprises qui viennent s'implanter, ça fait aussi des rentrées fiscales. Bien sûr. Et de l'emploi. Deuxièmement, tout un écosystème sur la formation, sur l'emploi, apprentissage, école de production. Troisièmement, suramortissement, ça c'est important. Les États-Unis l'ont fait, c'est aussi l'une des recettes du succès. Et quatrième point, on va remplacer le parcours du combattant pour s'installer par un tapis rouge. Il paraît qu'en Belgique, c'est beaucoup plus simple que chez nous. Oui, mais ce n'est pas dû à leur accent ni à la météo différente. et dans les Hauts-de-France, on a mis en place un contrat d'implantation, c'est-à-dire qu'on sait s'engager par écrit, les collectivités locales et l'État, l'entrepreneur, en disant, voilà, à telle date, vous aurez toutes les formalités. Et j'ai imaginé ça parce qu'en Belgique, c'était beaucoup plus court. C'était à peu près la moitié. Et là, aujourd'hui, on a réussi à réduire ça. Et en termes d'attractivité, oui, ça compte. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et faire gagner du temps à un entrepreneur, c'est un choix, quoi. Et oui. Xavier, autre sujet qui tient à cœur, on parle des salaires et l'équité entre les femmes et les hommes. On a encore une problématique aujourd'hui. Bien sûr. On a beau tout proclamer, on a beau avoir voté des lois, les carrières ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une injustice flagrante. Parce qu'on peut tourner ça dans tous les sens, même s'il y a des évolutions. Nombre de femmes, elles ont une deuxième carrière à la maison. Absolument. Elles ont une deuxième carrière à la maison. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut compenser au moment de la retraite le fait que les carrières et les salaires ne sont pas les mêmes, mais surtout il faut faire de ce chantier de l'égalité salariale, du fait qu'il n'y ait pas de plafond de verre. Regarde les filières scientifiques. Pourquoi il y a plus d'hommes? Parce qu'il faut aussi montrer que ce sont des voies qui sont offertes à tout le monde. Bien sûr. Donc il faut vraiment casser ces plafonds de verre. La société française, la France est un pays magnifique, mais la société française, elle est bloquée. Il y a trop de plafonds de verre. Regarde Alain, est-ce que tu connais le prénom des arrière-grands-parents de tes arrière-grands-parents? Non. 6 générations. Eh bien tu vois, 6 générations, c'est ce qu'il faut pour que quelqu'un, une catégorie modeste, accède aux classes moyennes. Pour changer de catégorie sociale en France, 6 générations. Il n'y a que la Hongrie, c'est 7 générations en Europe. Tout le monde fait mieux que nous. Et ça n'a pas été toujours comme ça. Moi j'ai vu ma famille, mon père est rentré tout en bas de l'échelle à la banque, il lui fallait un boulot. Il était jeune père de famille, c'est moi qui suis arrivé. Il fallait un boulot, il n'a pas fait d'études supérieures. Mais à la banque, en passant des examens professionnels, il a pu grimper. Et c'est vrai que la vie s'est améliorée. Mes oncles et tantes n'ont pas fait de grandes études supérieures. Ils ont fait quelque chose qui s'appelait à l'époque les cours du soir. Et ils ont changé de catégorie professionnelle, de catégorie sociale. Or, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a l'entrepreneuriat, bien sûr, mais c'est compliqué pour beaucoup de Français. Et tant qu'on ne réussira pas à casser ces plafonds de verre, on aura une société qui est perçue comme injuste. C'est l'école, bien sûr, c'est la façon dont la formation professionnelle permet d'avoir un autre métier, c'est la valorisation des acquis de l'expérience. Il faut absolument relancer ça, là. C'est ce que je veux faire. Ah, il y a le travail aussi qui est important parce que, tu vois, mes grands-parents maternels, réfugiés espagnols, 39, la guerre est perdue, donnent naissance à 3 enfants, ma mère prof de maths, sa sœur qui était prof d'ingénieur physique-chimie et l'autre était médecin. Pourquoi ils y sont réussis? Parce qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'ils avaient travaillé. Cette notion du travail, elle est au cœur également de ta problématique. Et la transmission par les familles, bien évidemment, et puis aussi l'école qui doit apprendre à lire, écrire, compter, les langues vivantes, bien sûr. On pense à l'anglais, mais pas seulement. Quand on est dans le Grand Est, ça peut être aussi l'allemand. Et puis ou l'espagnol ensuite. Et apprendre un métier. Et apprendre un métier. Alors pour terminer, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire on va apprendre un métier dès l'école primaire, d'accord. Collège, lycée, il faut amener vers un métier. Et de considérer aussi que la voie professionnelle, c'est une vraie réussite. Alors, je dis ça, tout le monde dit oui, mais tout le monde l'a dit. Non, il faut le faire, notamment l'enseignement professionnel. Les régions ont la compétence économique. C'est pas normal qu'on n'ait vraiment pas notre mot à dire sur l'enseignement professionnel. Et pourquoi on fait ça? C'est pas pour récupérer une compétence.
pour l'efficacité pour les jeunes. Bien sûr, in fine. Pour terminer, on parle de vin de gastronomie, c'est le Wine Business Club. Côté gastronomie, après on terminera par le vin. Xavier, tes 2-3 bons souvenirs de restaurants, de copains qui t'a pâté en préparant la cuisine, enfin, de plaisir gourmand? Alors, les plaisirs, c'est des amis cuisiniers qui me font passer de l'autre côté. Ah oui. Qui me font passer de l'autre côté, ça c'est un plaisir. J'adore voir la confection des plats et de pouvoir goûter en cuisine avant que ce soit servi, ça c'est un bonheur. Je fais la même chose à la maison. L'apéro. C'est toi qui cuisines? Non, je cuisine pas, je mange, moi, ça se voit. je cuisine pas. Mais ça, c'est mon plaisir. L'apéro dans la cuisine, c'est un vrai bonheur avec des planches improvisées. Et j'ai un grand plaisir également, c'est de prendre le fromage avec l'apéritif. Ah, ça, c'est un vrai bonheur de manger le fromage quand on a faim. Oui, c'est ça. Oui. Quand on a faim. Après, souvenirs de dégustation, j'ai des souvenirs formidables. D'abord en Champagne, parce qu'il faut quand même le savoir que dans ta région, 10% de la production de champagne en France se fait dans les Hauts-de-France. Je pense qu'il y a beaucoup d'adhérents du club qui ne le savaient pas. Et il est très bon. Je ne veux pas citer de marque en particulier. Il est très bon. C'est bien évidemment dans des caves. Quand on va aux vendanges, j'y suis allé encore là pour les vendanges dans le sud de l'Aisne. Et c'est le champagne en fin de matinée, un petit plaisir particulier avec des récoltants. C'est un bonheur. Et après, j'ai d'autres sujets. Faut que je descende quand même. Souvenirs notamment de la famille Guigal. Marcel, Philippe. Ampuis, Bernadette. Souvenirs de dégustation dans les caves. Souvenirs formidables. J'étais encore ministre en activité. Un souvenir vraiment remarquable. On avait goûté un certain nombre des vins. Je m'en souviens encore. Et puis aussi dernièrement, c'était cet été, c'était encore chez mon ami Étienne Souzzoni, Clos Colombo. Ah oui, là en chambre de région. Son fils l'a rejoint. Et là, on a découvert des micro-cuvées qu'ils font directement dans le tonneau. On était dans la cave avec notre verre. Et là, c'est un bonheur paradis, particulier. C'est un endroit magique. Les vins corps sont des vins remarquables, une diversité remarquable. Et les micro-cuvées permettent de renouveler en plus le plaisir et la curiosité du vin. Que c'est bon de parler avec quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime les plaisirs, la vie, la modération également. C'est la France, c'est l'art de vivre à la française. La gastronomie, la viticulture, tout ça, ça fait partie de la France. La France, c'est une culture, ce sont des paysages, ce sont des traditions. Mais bon sang, la gastronomie et le vin en font partie. Et moi, j'aime aussi me retrouver avec vous, parmi vous, parce que vous continuez à être aussi des ambassadeurs de tout cela. Merci beaucoup Xavier Bertrand, merci Xavier. Alors, la règle du jeu est simple, hein. Si vous avez des questions à lui poser, vous envoyez un mail au secrétariat du club, l'adresse s'affiche actuellement. On enverra ça à Xavier et tu t'engages à répondre à chaque mail que tu recevras. Je te connais bien, il faut absolument que je réponde et que par plaisir et par habitude, j'aime répondre, quelles que soient les questions. Salut, à bientôt.